Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est dans le monde du conseil, qui est sensible. Un sujet que beaucoup vivent sans forcément oser le nommer. Il s'agit de la question suivante. Pourquoi certains consultants ne veulent-ils pas utiliser l'IA? Et pourquoi dans certains cabinets, les directions doivent-elles entrer en rapport de force pour les inviter à l'utiliser? Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas ChatGPT, ce n'est pas l'outil, c'est ce que cette résistance révèle. Parce que lorsqu'une organisation doit forcer l'usage d'un outil présenté comme un gain d'efficacité, le sujet n'est jamais purement technique. Il est identitaire, il est culturel, il est politique aussi, et je dirais, je rajouterais aussi qu'il est économique. Alors aujourd'hui, je vous propose une lecture en profondeur de cette question qui, ma foi, est au gré des échanges que j'ai eus avec différents cabinets, est vraiment stratégique. Et ça répond aussi à des questions que je me suis posées il y a quelques temps sur mon positionnement. Et donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Donc, pour commencer, j'essaie de structurer la question, enfin tenter d'apporter une réponse et surtout nourrir d'autres questions pour vous amener à, si vous êtes consultant, si vous êtes à la tête d'un cabinet, ou même si vous êtes DRH et que vous voulez solliciter différents cabinets, je pense que ça va nourrir une réflexion qui va être, à mon sens, très profonde. Alors la première chose, c'est la question de la mutation des compétences. Alors on va commencer par la dimension RH. Donc pendant des décennies, le métier de consultant s'est structuré autour de 4 piliers dominants. Le premier, c'est la capacité d'analyse. Le deuxième, la production de livrables. Le troisième, la structuration stratégique. Et la quatrième, qui est un peu moins évoquée, mais ô combien importante, pardon, c'est l'endurance intellectuelle. Et donc le parcours, il était clair. Dans une démarche de progression dans un cabinet, c'est qu'on commence par analyste, consultant, et puis manager, et puis associé. Et on apprenait en produisant, en faisant des slides, des jolis PowerPoint, euh, et en synthétisant des données, et en répétant, en répétant. Or, ben, l'IA maintenant vient bousculer ce modèle. Aujourd'hui, en quelques secondes, même à peine, il y a une IA qui peut structurer un business case. Il peut générer une première trame de présentation. Il a la capacité de synthétiser 200 pages, par exemple, et même proposer un benchmark. Alors la question qui surgit inconsciemment, euh, moi je dirais, si la machine a fait cela, quelle est ma valeur en tant que consultant? Euh, En tant que professionnel, je dirais plus en tant que professionnel opérant dans le domaine du marché. Donc ce n'est pas une peur irrationnelle, c'est une menace identitaire. Et l'IA ne remplace pas les consultants, mais elle remplace les consultants horizontaux, je dirais. Et je vais expliquer un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Donc l'IA, elle remplace ceux dont la valeur principale réside dans la production technique. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce qui est différenciant, en fait, ce qui reste différenciant désormais, c'est plutôt, je dirais, la qualité des questions. Savoir poser les bonnes questions plutôt que d'apporter des réponses.
c'est savoir poser des questions. La capacité à lire un système humain. Euh, le discernement aussi dans l'ambiguïté. Ça, c'est une notion clé qui est très importante. La capacité aussi à apporter de la régulation, pardon, émotionnelle dans un comité de direction, dans un COMEX. Et puis la gestion des tensions qui sont, comment je dirais, paradoxales. Voilà. Donc on passe d'un métier analytique, avec cette dominance de métier analytique, à un métier qui est beaucoup plus axé sur le relationnel, le stratégique. Et c'est là où sont ces facteurs clés dominants. Donc là, on est vraiment face à une mutation profonde. Il y a vraiment un basculement l'approche du métier du conseil et qui rentre en cohérence avec des, des besoins nouveaux. Alors, le deuxième niveau de lecture que je voudrais vous proposer, c'est en termes de maturité organisationnelle. Euh, c'est plutôt en termes de système. Donc, l'IA agit comme un révélateur culturel, vraiment. Euh, alors, je vais m'expliquer. Euh, on pourrait simplifier en distinguant, on va dire, deux types de cabinets. D'un côté, les cabinets centrés sur la production intensive, avec une notion de volumétrie, de pression horaire, de livrables standardisés et de facturation au temps. Dans ces environnements, ben, l'IA va créer, et crée peut-être déjà, et j'en suis certain, une tension énorme, parce qu'elle questionne la base du modèle. Et puis de l'autre côté, vous avez des cabinets qui sont orientés plutôt maturité stratégique, avec une notion de facilitation, de transformation culturelle, de lecture systémique et de décision plutôt en complexité. Et là, l'IA joue un autre rôle, et il devient plus un accélérateur. Et en réalité, la résistance, elle est vraiment proportionnelle, je dirais, au niveau de, comment je pourrais qualifier, mais de maturité organisationnelle. Voilà, tout simplement. Plus une culture elle est basée sur le contrôle et la performance quantitative, plus l'IA elle est perçue comme une menace, pour faire simple. Et plus une culture est basée sur le discernement et la transformation, plus l'IA est intégrée naturellement. Voilà, pour faire un peu schématique. Même s'il y a bien sûr des nuances entre les deux, mais c'est pour bien fixer les idées. Troisième volet de lecture, c'est plutôt une lecture politique. Et ô combien important, c'est en termes de redistribution du pouvoir. Et c'est là vraiment que le sujet devient sensible. L'IA, elle redistribue le pouvoir cognitif. Euh, c'est comme si on dirait, euh, elle réduit, comment je pourrais qualifier ça? Mais l'asymétrie d'information. Un junior, par exemple, il peut produire en quelques mois ce qu'il mettait 2 ans à maîtriser avec l'IA. Et un consultant peut challenger plus vite. Un manager, lui, peut accéder à des analyses sophistiquées instantanément. Or, dans un cabinet, le pouvoir repose souvent sur plusieurs choses. Sur l'expertise, bien sûr, sur l'expérience aussi, sur la capacité à structurer la pensée et le monopole de l'analyse. Alors, quand la structuration devient accessible à tous, ben, le statut symbolique vacille. Et donc, c'est pas vraiment une question d'outils, c'est une question de hiérarchie implicite. Et donc, l'IA va mettre sous tension, en fait, ses équilibres internes. Et d'ailleurs, le commence déjà. J'ai déjà des retours de cabinet qui me parlent de ce sujet, qui est vraiment un peu tabou et c'est clairement en train de redistribuer les cartes. Et parfois, on voit que la résistance vient moins des consultants que des strates intermédiaires ou supérieures. Parce que le pouvoir cognitif, pardon, ben, il se démocratise. Donc ça, c'est un autre volet. Et un quatrième volet aussi que je voulais aborder avec vous, c'est plus un volet économique avec une lecture business de ce que vient impacter l'IA dans le monde du conseil. Donc maintenant, on va parler argent. Euh, il y a beaucoup de cabinets qui facturent autant. C'est une clé de répartition qui est, voilà, qui est ce qu'elle est.
Donc si l'IA elle permet de produire, on va dire, allez, soyons en prenant en étant large, 30% plus vite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait facture moins d'heures? Est-ce qu'on garde le même prix et on augmente la marge? Est-ce qu'on vend plus de missions, pardon? On bascule vers une facturation à la valeur? Donc, sans réflexion stratégique, l'IA crée vraiment une contradiction. Donc, elle augmente la productivité, mais fragilise la logique de facturation au temps. Et c'est là un point de cristallisation super important. Et là, la direction, elle voit le risque concurrentiel. Il y a beaucoup de directions de cabinet qui sont vraiment en train de se poser la question sur ces sujets. Mais si le modèle n'évolue pas, on crée une tension interne. Donc en fait, le vrai débat, il devient qu'est-ce que nous vendons réellement? Quelle est la vraie valeur ajoutée? Est-ce que c'est du temps ou est-ce que c'est du discernement? Alors une autre partie que je voulais aborder avec vous, c'est le recrutement. Euh, recruter autrement ou plutôt transformer le cabinet. C'est cette partie, je l'ai un peu intitulée comme ça. Donc face à cela, il y a deux stratégies qui émergent. Option 1, recruter différemment. Chercher des profils avec une intelligence émotionnelle plutôt élevée, une maturité personnelle, une capacité réflexive et aussi à se remettre en question, et une gestion de la complexité. Mais attention, il y a un petit piège là-dedans. C'est que recruter des profils matures dans une organisation immature, mais c'est les perdre à court ou moyen terme, même très rapidement. Parce que s'ils arrivent dans une culture centrée sur la volumétrie, la pression et le contrôle, ils partiront, peu ou prou. L'option 2, c'est élever la maturité du cabinet. Donc former, par exemple, au leadership conscient, travailler sur les biais cognitifs, développer une forme de discernement stratégique, installer une forme de supervision collective et repenser les critères d'évaluation. Alors c'est plus exigeant, mais c'est plus durable. Donc l'IA oblige les cabinets à choisir un peu un positionnement, soit optimiser la production ou élever la conscience. Alors, revenons à la question initiale. Pourquoi les directions doivent-elles entrer en rapport de force? Parce qu'elles voient l'enjeu compétitif. Mais si on force l'outil sans transformer, on va dire, la posture, on crée de la résistance. Et le vrai enjeu n'est pas d'apprendre à utiliser l'IA, le vrai enjeu est de devenir le type de consultant qu'aucune IA ne peut remplacer. Et là, ça suppose une mutation des critères de recrutement, clairement. Une évolution du modèle économique, une transformation culturelle aussi. Et dans tout ça, un peu ce qui est le point d'orgue, c'est une élévation de la maturité organisationnelle. Alors, faut pas se tromper de débat. L'IA, pour moi, ce n'est pas le problème, c'est juste le miroir. Et dans ce miroir, les cabinets doivent décider soit rester producteurs optimisés ou devenir des formes d'architectes du discernement. Alors, et peut-être que la vraie question, pardon, derrière tout cela, ça serait la suivante. Bon, très bien. Nous avons compris que l'IA révèle un besoin de maturité. Ok. Mais concrètement, que fait-on? Parce que ce n'est pas suffisant de dire il faut évoluer, il faut structurer la transformation. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que les cabinets ont besoin de trois choses concrètes. Première chose, clarifier leur niveau de maturité réel. Donc ça veut dire qu'avant de former, avant de recruter, avant d'investir, il faut diagnostiquer. Quel est le niveau de maturité cognitive des équipes? Quelle est la culture décisionnelle réelle et pas sur le papier, mais vraiment réelle, dans le travail réel? Le modèle économique est-il encore basé sur la volumétrie? Les associés sont-ils alignés sur la mutation du métier? Alors c'est un travail de diagnostic plutôt stratégique. Alors pas un audit RH classique, mais un diagnostic de maturité organisationnelle. Deuxième chose, pour moi, c'est repenser aussi les critères de recrutement. Donc si le métier évolue,
le recrutement, il doit forcément évoluer. Et aujourd'hui, on a beaucoup de cabinets qui évaluent une capacité analytique, une expérience sectorielle, par sécurité, hein, voilà, par confort, hein, une production technique, une gestion de projet. Et demain, il faudra, à mon sens, aussi évaluer, garder bien sûr ses fondamentaux, mais évaluer la capacité à gérer l'ambiguïté, à évaluer une maturité émotionnelle, une gestion des tensions paradoxales, comme je l'ai dit tout à l'heure, une capacité réflexive à la remise en question et une posture dans les jeux politiques. Alors cela suppose de transformer les grilles d'entretien, d'intégrer des mises en situation complexes et puis d'évaluer la capacité à penser en système. Ça, c'est super. Donc, c'est des formes d'arborescence. Et d'ailleurs, on a des profils qui sont câblés pour être du spécifique ou penser en arborescence en système. Donc, ça va être de plus en plus recherché. Et puis, recruter du leadership conscient. Ça ne veut pas dire recruter des profils, entre guillemets, spirituels. On n'est pas dans cette logique-là. Ça signifie concrètement recruter des personnes qui sont capables de réguler un collectif, de tenir une décision en complexité et de faire preuve de discernement. Et cela, ça s'évalue. Et ça sera de plus en plus précieux. Troisième élément, c'est évaluer la maturité interne. Alors, comme on a dit, recruter, ça ne suffit plus. Si la culture elle reste immature, les profils matures vont partir. Donc, il faut travailler sur, à mon sens, 5 aspects. Le leadership des associés, la gouvernance, très important, les critères d'évaluation interne, la manière dont on définit la valeur intrinsèque d'un individu, d'une production, et concrètement, le sens qu'on donne au cabinet. Et le passage progressif du temps vendu à la valeur créée. Donc ça peut passer, par exemple, pour travailler sur ces 5 axes, par des séminaires de maturation stratégique. Vraiment des espaces de supervision collective efficaces. Du travail sur les biais cognitifs, de la formation au discernement et une réflexion sur le modèle économique. Donc autrement dit, on ne parle pas d'un atelier IA, on parle d'une transformation du métier. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment une transformation du métier. Alors, mon positionnement dans cette mutation, moi, ce que je propose dans ce contexte, ce n'est pas de former à l'outil. Voilà, vous avez des super formations très pointues sur utiliser l'outil. OK. C'est pas de déployer un module technique. Voilà. Mais c'est d'accompagner cette mutation. Et ça, à 3 niveaux. Un, un diagnostic de maturité du cabinet. On commence toujours par ça. Ensuite, un accompagnement stratégique des associés, du COMEX, du comité de direction, et un programme de développement vertical des consultants. Et parfois, oui, repenser ensemble les critères de recrutement et d'évaluation, parce que c'est important aussi. Et parce que l'IA ne crée pas la transformation. Elle l'accélère, oui, ça c'est sûr, mais elle ne crée pas la transformation. Et le cabinet qui saura élever sa maturité humaine en même temps qu'il intègre l'IA, eh bien, elle sortira par le haut et va se démarquer et répondra de plus en plus aux besoins croissants des organisations. Et ce besoin qui aujourd'hui est peut-être plus implicite va devenir de plus en plus explicite. Et c'est pour ça que c'est important d'anticiper déjà ces mutations profondes dans les cabinets. Donc, et ça, je peux vous aider. Donc, pour faire une conclusion finale, l'IA nous oblige à choisir entre 2 options. Optimiser sa production ou élever la conscience du métier. Et je crois profondément que le conseil de demain, mais ça ne sera pas un conseil augmenté par la machine. Il sera un conseil augmenté en maturité par les facultés et les potentiels intrinsèques sous-jacents, parfois en dormance, des êtres humains qui demandent à changer de niveau de confiance et de conscience aussi. Donc c'est passer d'une croissance horizontale à une croissance verticale.
Et ça, c'est un chantier passionnant, moi qui me passionne, parce on remet vraiment l'humain au cœur des transformations en se penchant sur davantage qu'est-ce qu'est un être humain. Et c'est peut-être ça la clé. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cet épisode voilà, qui me tient à cœur parce que je suis en plein en ce moment dans ces questions-là de réflexion avec différents cabinets. Et si vous êtes un cabinet, que vous avez envie d'avancer, de réfléchir et de structurer tout ça, ben, je serais très heureux de pouvoir vous partager mon expérience, ma vision, puis mon recul aussi là-dessus. Et donc voilà. Donc contactez-moi pour pouvoir avancer sur ce sujet. Et pour tous ceux qui nous ont écoutés, chers amis auditeurs, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et bonne réflexion sur tous ces sujets. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.